19 000. Ce chiffre correspond au nombre de colocataires cherchant un logement en France en 2019 pour seulement 5 750 colocations proposées. Il faut savoir que la colocation concerne presque un Français sur 5 et devient pour 52% des jeunes la solution suite à la hausse des coûts des loyers. C'est un mode de vie qui s'est fortement développé depuis quelques années et qui est aujourd'hui très encadré. Avant de vous lancer en colocation, les questions suivantes peuvent se poser. En cas de pluralité de colocataires, qui paye le loyer? Qui signe le contrat? Faut-il insérer une clause de solidarité? Faut-il partir sur un forfait ou une provision pour charge? Que faire en cas d'impayé? Bref, je vais répondre à l'ensemble de ces questions dans cette vidéo. Commençons par le début, à savoir, c'est quoi une colocation? Elle peut se définir de manière simple, comme étant la location dans un même logement de plusieurs locataires constituant leur résidence principale. Les colocataires peuvent avoir des liens entre eux, amis, fratries, concubins, ou être de parfaits inconnus les uns par rapport aux autres. Ils ont juste en commun d'occuper le même logement. Bien sûr, ce terme ne s'applique pas aux locations consenties à des époux ou des partenaires liés par un PACS. En choisissant la colocation, le colocataire peut se voir proposer deux types de baux. Le bail unique, aussi appelé bail commun ou bail collectif, différent du bail individuel. Le premier signifie qu'un seul et même bail est signé par l'ensemble des colocataires, alors que le deuxième signifie que chaque colocataire aura son propre bail. Nous verrons bien sûr par la suite les différences entre chaque type de bail. Dans une colocation, il y a également les termes de partie privative et de partie commune à distinguer. La répartition entre ces deux parties du logement loué en colocation est établie dans le bail dans lequel le bailleur accorde à chaque colocataire un droit de jouissance exclusif de certaines pièces. Ici, donc les parties privatives, et un droit d'accès à d'autres pièces, ici, les parties communes. Chaque colocataire signataire reconnaît et accepte cette répartition et s'engage également à la respecter. Il est à noter cependant que dans un bail unique, c'est-à-dire où un seul et même bail est signé par l'ensemble des colocataires, il se peut que tous les signataires disposent des mêmes droits et obligations sur les pièces du logement qu'ils se répartissent comme ils le souhaitent lors de leur entrée dans les lieux. Le bail peut mentionner toutes les pièces, indiquer si elles relèvent des parties privatives ou communes, sans pour autant que les pièces privatives soient nominativement attribuées. Bien sûr, dès lors que la répartition entre les parties privatives a été décidée, cela signifie de ne pas faire d'intrusion dans les chambres de ses colocataires sans leur accord préalable pour quelque motif que ce soit. Cela va sans dire, mais il vaut mieux parfois le préciser. Après ces différents éléments de définition, nous allons voir les étapes nécessaires au choix d'une bonne colocation. Quand vous décidez de vous lancer en colocation, il faut tout de même savoir si l'achat que vous effectuez répond aux normes réglementaires et si bien sûr cela plaira aux futurs colocataires. Tout d'abord, le choix du lieu de votre colocation peut bien évidemment avoir un impact sur cette dernière. En effet, c'est un critère indispensable pour attirer vos futurs locataires. La colocation doit être à proximité soit d'un centre-ville, soit d'une école, soit d'un centre hospitalier, etc. Bref, un point d'intérêt pour des étudiants ou salariés, mais surtout accessible par les transports en commun pour que vos colocataires venant parfois de loin ne se sentent pas démunis de tout moyen en arrivant sur place. Le but sera bien sûr d'attirer des colocataires cherchant à proximité de ces lieux. Pour vous donner un exemple, en 2021, j'ai fait l'acquisition d'une petite maison de 90 mètres carrés avec cour pour y faire une colocation. Cette dernière est très bien située dans une ville à proximité de Lille, et au niveau des accès, les colocataires peuvent se déplacer soit via un vélo, soit via le métro pour arriver dans l'île même. Également, la colocation se situe à 10 minutes d'une grande école de commerce et d'une pépinière d'entreprise. Enfin, un autre avantage non négligeable, c'est que le stationnement y est gratuit et nombreux, donc il est pratique pour eux de trouver une place s'ils sont véhiculés. Vous comprenez donc que quand vous rédigerez votre annonce, il est important d'y énoncer l'ensemble de ces points pour attirer au mieux. Ensuite, quel type de bien préfèrent les colocataires? Grand appartement ou maison, à vrai dire, peu importe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous faut de préférence un extérieur. Les colocataires apprécient énormément ce point, notamment ceux qui fument, et beaucoup mettent ce critère dans leurs recherches. Aussi, au niveau de la disposition des pièces de votre bien, il vous faut une certaine cohérence. Pour revenir à notre exemple, la maison achetée avait 3 chambres, donc 3 colocataires potentiels. Comme il n'y avait pas la place pour leur permettre d'avoir une salle de bain, douche individuelle, nous avons dû opter sur 3 chambres privatives avec une salle de bain et un WC commun au premier étage,
puis un deuxième WC au rez-de-chaussée. En effet, mettez-vous à la place des colocataires, il faut qu'ils se sentent au mieux dans votre bien. Si la salle de bain est déjà prise le matin, au moins ils ont un accès au deuxième WC au rez-de-chaussée. Par contre, et je vous le conseille fortement, au-delà de 3 chambres, il est fortement conseillé soit d'avoir une deuxième salle de bain, salle d'eau, soit des salles de bain ou d'eau individuelles. Je déconseille fortement de faire une colocation où ils sont 4 ou plus avec une seule salle de bain. Cela peut engendrer des difficultés rapidement et des mécontentements. Enfin, quelles sont les normes à respecter pour les parties privatives, c'est-à-dire les chambres? Aujourd'hui, un logement qui est mis en location doit respecter une surface minimum. Il s'agit ici d'un des critères de décence du logement, et une différence est à faire si vous signez en bail unique ou en bail individuel. En bail unique, le logement doit avoir une surface minimale de 16 m² pour 2 colocataires, et pour chaque colocataire supplémentaire, il faut 9 m² supplémentaires. Ici, le caractère décent du logement est évalué en prenant en compte tous les éléments, équipements et pièces du logement, et non pas seulement la chambre dont le locataire a l'usage privatif. Par contre, en cas de bail individuel, chaque colocataire doit disposer d'une chambre d'une surface au moins égale à 9 m² et d'un volume au moins égal à 20 m3. Ici, les pièces communes ne sont pas prises en compte, mais uniquement les parties privatives. Je vous conseille fortement de lire le règlement sanitaire départemental qui peut imposer des conditions plus restrictives encore, et surtout vérifier vos surfaces avant de mettre en location. Après avoir vu ces étapes nécessaires, à vous maintenant de choisir votre type de colocation. Et cela passe tout d'abord par le choix du type de charge. En colocation, le bailleur a le choix entre des charges réelles pour les colocataires, ce que l'on appelle couramment provision pour charge, ou des charges forfaitaires, ce que l'on appelle couramment le forfait. La provision pour charge est un montant calculé sur le réel qui permet à un bailleur en cas de consommation trop excessive d'impacter le coût sur les locataires en place. Si vous avez mis en place un compteur Linky, c'est encore mieux. Cela permet de suivre au fur et à mesure la consommation des colocataires et surtout de les prévenir en cas de surconsommation. Si bien sûr dépassement il y a, ils sont aussi prévenus que la facture leur sera due. Pour revenir à mon exemple précédent, lors de la mise en route de la colocation, mes colocataires ne faisaient pas vraiment attention et mettaient 25 degrés de chauffage jour et nuit, et ce pendant 3 mois. Malgré les alertes sur le compteur Linky et mes différents mails et SMS, ils ont continué. Bien sûr, une facture de régularisation est tombée de 300 €, un courrier a donc été fait à l'ensemble des colocataires avec une somme de 100 € chacun à régler en justifiant de la facture de consommation. Bien sûr, si un des colocataires était arrivé plus tardivement, il aurait fallu proratiser au nombre de jours entrants. Mais voilà, la provision pour charge vous laisse plus de liberté de mouvement et peut vous rassurer en cas de surconsommation. Cela responsabilise les colocataires, à eux de faire attention. Pour le forfait, quant à lui, ce dernier ne peut faire l'objet d'aucune régularisation comme le permet la provision pour charge. Il est défini de base dans le contrat de location, incluant l'ensemble des charges pour un montant fixe non modulable. Il peut être juste révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer. Attention cependant à ce que le montant du forfait ne soit pas manifestement disproportionné au regard du réel. Donc si vous choisissez le forfait, calculez bien vos sommes réelles en amont afin que cela ne soit pas trop juste, quitte à vous mettre en difficulté, ou alors trop élevé et que cela devienne disproportionné pour les colocataires. Après le choix des charges, il faut se décider sur le type de bail que vous allez appliquer. Comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est soit un bail unique, soit un bail individuel. Chacun ayant ses avantages et ses inconvénients pour le bailleur et pour les colocataires. Donc pour que cela soit compréhensible pour vous, je vous propose de les détailler dans un tableau. Tout d'abord, si vous choisissez un bail unique. Sur la signature du bail. Le principe est que tous les colocataires figurent sur le même bail qu'ils doivent signer. Le contrat quant à lui doit correspondre à un modèle type qui est défini par décret du 29 mai 2015. Le bailleur peut ne remettre qu'un seul exemplaire du contrat à l'ensemble des colocataires, mais bien sûr dans un souci de bonne intelligence, autant que chacun en ait un. Sur la clause au bail. Le propriétaire peut insérer ce que l'on appelle une clause de solidarité et d'indivisibilité. Elle a des conséquences financières importantes pour celui qui s'engage. En droit, il est dit que les locataires sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail. En outre, le congé délivré par l'un des locataires ne le libère pas de son obligation solidaire relative au paiement des loyers, charges et accessoires.
Cette solidarité continuera de produire ses effets vis-à-vis du locataire parti pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du congé. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période. Toutefois, la solidarité prendra fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. Pour simplifier, cette clause permet au bailleur, lorsque tous les colocataires sont dans les lieux, d'exiger de n'importe quel locataire le paiement de l'intégralité des loyers, charges et accessoires. Ou encore de se retourner contre le colocataire qui a quitté les lieux après avoir donné congé en cas de non-paiement par le ou les colocataires restants jusque 6 mois après son départ. Ce délai peut bien sûr être réduit par l'inscription d'un nouveau colocataire dans le bail. Cette clause demeure valable pour tous les éventuels renouvellements de bail par tacite reconduction. En bref, cela peut être lourd de conséquences financières pour le colocataire. Sur le dépôt de garantie. Le propriétaire peut également exiger un dépôt de garantie qui couvre la totalité du loyer lors de l'entrée dans les lieux en cas de bail unique. Le dépôt de garantie sera rendu au dernier colocataire qui quitte les lieux après lui avoir remis les clés, sauf bien sûr mention particulière inscrite dans le bail. À charge pour lui de s'arranger avec les autres colocataires si ces derniers ont également versé une somme. Ensuite, que se passe-t-il pour la caution en cas de bail unique ? Les propriétaires peuvent demander qu'une tierce personne ou un organisme se porte garant pour le paiement du loyer. Le plus souvent, les propriétaires souhaitent autant de caution qu'il y a de colocataires pour être couverts lorsqu'il y a un éventuel problème de paiement. Cependant, dans la quasi-totalité des contrats avec clause de solidarité, la caution s'engage pour l'intégralité du loyer. Cela veut donc dire que chaque colocataire et sa caution respective s'engagent à payer la part des autres colocataires si ces derniers ne la payent pas. Sur l'état des lieux. Lors de l'entrée dans les lieux, un état des lieux doit être effectué en présence de tous les colocataires et du propriétaire. L'état des lieux doit être daté et signé par chacun des colocataires et par le propriétaire. L'état des lieux de sortie, quant à lui, se fait lorsque tous les colocataires quittent le logement ou lors du départ du dernier colocataire. Ensuite, que se passe-t-il en cas de départ d'un colocataire si bail unique ? La clause de solidarité a également pour conséquence que quand un colocataire met fin à son bail, les autres locataires sont tenus d'assurer la continuité du paiement du loyer en totalité. En général, les colocataires cherchent eux-mêmes un nouveau locataire, ou alors un nouveau locataire vient remplacer l'autre. De même, un colocataire qui souhaite partir doit respecter la procédure classique du congé par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre émargement ou notification par huissier sous peine d'être tenu au paiement des loyers après son départ. Enfin, concernant l'assurance en cas de bail unique. Les colocataires doivent obligatoirement assurer le logement loué en colocation au minimum contre les risques locatifs, c'est-à-dire incendie, explosion, dégâts des eaux. Les colocataires peuvent choisir de s'assurer collectivement ou individuellement. L'attestation d'assurance doit être fournie au propriétaire chaque année. Dans le cas contraire, le propriétaire peut résilier le bail. À noter que les colocataires et le propriétaire peuvent convenir dans le bail que l'assurance est souscrite par le propriétaire pour le compte des colocataires et son coût, éventuellement majoré, est alors remboursé à chaque loyer. Après avoir vu le bail unique, nous allons maintenant voir les différences avec le bail individuel. Tout d'abord sur la signature du bail. Dans le bail individuel, chaque colocataire dispose d'un contrat de bail indépendant des autres. Par conséquent, chaque colocataire est redevable uniquement de sa quote-part de loyer. Sur la clause, les locataires ne sont pas solidaires entre eux du paiement de la totalité. Concernant le dépôt de garantie ne couvre que la partie du loyer due par le colocataire entrant, il sera rendu à sa sortie des lieux. Concernant la caution est engagée dans la limite du loyer et des charges dont est redevable le colocataire indiqué dans l'acte de cautionnement, pour la durée indiquée dans le dit acte, ou jusqu'à l'expiration du préavis du colocataire si celui-ci donne congé au propriétaire. Au départ, bien sûr, du colocataire, l'engagement de la caution prend fin dans les mêmes conditions que le contrat. Sur le départ d'un colocataire, en cas de départ, le congé de l'un des colocataires met fin à son contrat. Les colocataires ne doivent pas compenser le loyer qui sera à devoir du colocataire sortant. Enfin, concernant l'assurance, même principe que pour le bail unique, soit assurance collective, soit individuelle, soit souscrite par le propriétaire dans le bail pour le compte des colocataires et le coût sera remboursé sur chaque loyer. En conclusion sur le type de bail, pour ma part, je ne fais actuellement que des baux individuels.
car les colocataires ne souhaitent pas être solidaires des gens qu'ils ne connaissent pas ou peu. Mais dans les grandes villes, comme par exemple Paris, il est courant d'avoir un bail unique. Libre choix à vous de savoir quel type de bail vous voulez appliquer. Attention tout de même à vérifier si le bail unique est courant sur le lieu où vous souhaitez implanter votre colocation. Dans tous les cas, qu'il soit unique ou individuel, le bail, c'est le seul élément qui vous protège, vous ainsi que les colocataires en cas de non-respect de l'une ou l'autre des parties. On voit trop souvent aujourd'hui des bailleurs en difficulté face aux conséquences d'un contrat de colocation mal rédigé, lorsque par exemple les locataires ne payent plus le loyer ou dégradent les lieux. La rédaction du bail doit être précise et complète, adaptée à chaque logement et mise à jour en même temps que les lois évoluent. Étant moi-même juriste et investisseuse, je vous propose à ce titre la rédaction de baux complets, qu'ils soient individuels ou uniques. Vous trouverez le détail dans la description de la vidéo. Enfin, et pour finir sur la colocation, il se peut que le propriétaire propose à côté du bail d'autres documents. Par exemple, cela peut être une charte colocation. Cette charte, vos règlements intérieurs s'imposant à tous les colocataires, et son but est d'harmoniser le cadre de vie en colocation. Elle viendra définir précisément ce que sont les parties communes et les parties privatives. Définir également les règles comportementales. Par exemple, le colocataire s'engage à respecter l'intimité de chacun et à ne pas pénétrer dans une chambre sans y avoir été invité. Ou encore, le colocataire s'engage à n'introduire dans les lieux aucune substance ou objet illicite. Cela peut être également la définition des interdits dans la colocation, par exemple de fumer dans les espaces communs et privatifs. Ou encore les obligations du colocataire, par exemple souscrire une assurance habitation, mais également celle du propriétaire. Et enfin, la charte peut également prévoir des cas particuliers, par exemple en cas de vol et de perte d'objets au sein de la colocation, le nettoyage de cette dernière ou encore le droit de visite en cas de départ d'un colocataire. Bref, vous l'avez compris, de vraies règles de vie que chaque colocataire se doit de respecter. Mais cela peut aller plus loin qu'une simple charte, notamment dans le cadre d'un bail unique. Cela peut aller jusqu'à la rédaction de ce que l'on appelle un pacte de colocation, qui lui est rédigé par l'ensemble des colocataires. Il permet de décrire précisément le fonctionnement de cette dernière. Cela peut aller de la liste des dépenses communes et leur mode de répartition, loyer, charges, des conditions de départ d'un des colocataires, par exemple le remboursement d'une partie du dépôt de garantie, ou encore la description des règles d'utilisation et d'entretien des pièces ou équipements communs, salle de bain, réfrigérateur, etc. Enfin, et je vous le conseille fortement, si vous mettez à disposition une box internet au sein de votre colocation, faites signer ce que l'on appelle une charte internet et le règlement Adopi. Cela vous permettra de vous protéger en cas d'utilisation de la connexion Wi-Fi à des usages non réglementés. Pour revenir à notre exemple, malgré la signature de cette charte internet, l'un des colocataires s'est abonné via la box à Netflix. Sauf qu'ayant un suivi via les mails, nous étions directement informés de cette souscription sans notre accord. Un courrier a donc été adressé à l'ensemble des colocataires leur indiquant qu'en vertu de la charte internet et Adopi, les colocataires ne respectant pas cette dernière se voient résilier le bail automatiquement. Les colocataires ont alors rapidement géré ça avec le fautif et nous n'avons plus eu de problème avec ça ensuite. Même chose que pour les baux, je peux aussi vous proposer ces documents. Voici donc l'ensemble des éléments utiles pour vous lancer sereinement dans un projet de colocation. J'espère que cette vidéo aura répondu à l'ensemble de vos attentes. Bien sûr, je reste disponible en commentaire de cette dernière si d'autres questions venaient à se poser. Je vous dis à bientôt!